Bienvenue. Les entraîneurs de jeunes footballeurs, ils se posent souvent la question, comment savoir si l'entraînement est vraiment efficace, s'il développe les bonnes qualités, sans pour autant cramer les joueurs. Exactement. C'est tout l'enjeu de la gestion de la charge d'entraînement. On veut progresser, mais intelligemment. Et justement, aujourd'hui, on va explorer une étude qui apporte des réponses assez précises là-dessus. On se base sur un article intitulé Effects of Different Training Load Parameters on Physical Performance Adaptation in Soccer Players, How Complex Intensities Influence the Magnitude of Adaptations. C'est signé Zifangxiong de l'université Jili en Chine et c'est paru dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2025. Mhm. L'idée, c'est de décortiquer comment ce qu'on mesure pendant l'entraînement, que ce soit le travail objectif, disons, ou le ressenti du joueur, eh bien, comment ça se relie au progrès physique concret. L'endurance, la capacité à sprinter, la puissance, tout ça. C'est ça. En gros, quel type de thermomètre est le plus pertinent pour quelle qualité physique? Alors l'étude, concrètement, 41 jeunes footballeurs, moins de 17 ans, suivis pendant 12 semaines. Les chercheurs, ils ont vraiment tout mesuré. Ah oui, c'était assez complet. Entraînement, match, avec des GPS pour savoir combien ils couraient, à quelle vitesse, surtout la distance à haute vitesse, entre 14 et 20 km/h, et puis à très haute vitesse, au-delà de 20 km/h. Les fameux HSR et VHSR. Voilà. Mais aussi la fréquence cardiaque et très important la perception de l'effort, le RPE, cette note que le joueur donne après sa séance. Oui, sur 10 en général. Et ils ont calculé des indicateurs comme le Session RPE, la note fois la durée, et le TRIMP, qui lui combine durée et intensité cardiaque. Et bien sûr, avant et après ces 12 semaines, des tests physiques. Yo-yo test pour l'endurance, test de sprint répété, RSA pour l'anaérobie, saut vertical, sprint 30 mètres. Et là, la distinction clé que l'étude met en lumière, c'est entre la charge externe, ce qui est fait objectivement, les kilomètres, les sprints, et la charge interne, comment le corps réagit, la fréquence cardiaque, le RPE. C'est crucial. Tout à fait. Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, elles ne prédisent pas les mêmes adaptations. Bon, premier résultat assez logique. Globalement, les joueurs se sont améliorés dans tous les tests après les 12 semaines. Oui, l'entraînement a payé, heureusement. Mais voilà, le détail fiant. Pour l'endurance aérobie, mesurée avec le yo-yo test, les progrès étaient vraiment liés aux mesures de charge interne. Plus le total de sessions RPE et de TRIMP était élevé sur la période, eh bien, meilleure était l'amélioration au yo-yo. Exactement. Et ça, c'est logique d'un point de vue physiologique. La charge interne reflète le stress cardiovasculaire et métabolique. C'est ce stress, quand il est bien dosé, qui pousse le corps à s'adapter pour mieux utiliser l'oxygène, pour être plus endurant. Donc, pour un coach, ça veut dire que regarder seulement les kilomètres, ça suffit pas forcément pour l'endurance. Il faut aussi savoir comment le joueur l'a vécu cet effort. C'est un message fort, oui. Le ressenti et la réponse cardiaque sont de bons indicateurs pour cette qualité-là. Ok. Maintenant, si on passe à la capacité anaérobie, la capacité à répéter des efforts intenses, comme dans le test RSA, la surprise, ou pas d'ailleurs. Là, on change de paradigme. Oui, c'est une mesure de charge externe qui ressort très nettement. La distance totale parcourue à très haute vitesse, le VHSR, donc au-delà de 20 km/h. C'est ça. Plus ils ont accumulé de distance à ces intensités très élevées, meilleure était leur progression au test de sprint répété. Et ce qui est notable, c'est que la distance à haute vitesse simple, le HSR, entre 14 et 20 km/h, elle, n'était pas un prédicteur significatif dans le modèle final. Intéressant. Ça suggère qu'il y a peut-être un seuil d'intensité vraiment critique pour déclencher spécifiquement les adaptations liées à la résistance au sprint répété. Courir vite, c'est bien, mais courir très vite de manière répétée, c'est peut-être ça la clé pour cette qualité précise. S'y pose la question de la spécificité en fait. Une séance peut être dure subjectivement, mais si elle manque ses pics de VHSR, elle n'optimisera peut-être pas autant cette capacité anaérobie spécifique. Exactement. Et alors, quid de la puissance, mesurée par le saut vertical, et de la vitesse pure sur 30 mètres? Eh bien là, l'étude est moins concluante. Elle n'a pas trouvé de lien significatif entre les progrès dans ces domaines et les indicateurs de charge qui étaient suivis, que ce soit RPE, TRIMP ou les différentes distances GPS. Ah bon? Comment on explique ça? Plusieurs pistes. Ces qualités, la puissance, la vitesse max, elles sont très dépendantes du système neuromusculaire. Leur développement est peut-être plus lié à des stimuli très spécifiques, le nombre de sprints maximaux réalisés, le type de travail de musculation, la pliométrie. Des choses que les indicateurs de charge globale comme le RPE ou les distances GPS ne capturent pas forcément très bien. C'est une possibilité, oui. Le GPS et le cardio mesurent l'aspect métabolique et le déplacement.
mais moins directement la qualité de la contraction musculaire explosive ou le recrutement nerveux maximal. Le suivi a ses limites, il ne voit pas tout. D'accord, donc si on résume les messages clés. Pour l'endurance de base, l'aérobie, on surveille la charge interne, RPE, TRIMP. C'est ça. Pour la capacité à répéter les efforts intenses, les sprints, on regarde plutôt la charge externe, mais très spécifiquement la distance à très haute vitesse, VHSR. Voilà, ça semble être un bon indicateur externe pour ça. Et pour la puissance et la vitesse pure, ces indicateurs-là sont peut-être moins pertinents, il faut regarder d'autres aspects de l'entraînement. Exactement. Il faut croiser les informations. Et bien sûr, toujours garder un peu de recul. C'est une étude corrélationnelle. Elle montre des liens, pas forcément une causalité directe. Oui, il y a d'autres facteurs corrélants. Le sommeil, la nutrition, la maturité des jeunes. Tout à fait. Et c'est un groupe spécifique, jeunes footballeurs masculins. Les résultats ne sont pas forcément généralisables à tous les sports ou tous les âges. Mais ça donne des pistes de réflexion très intéressantes pour les entraîneurs. Justement, ça nous amène à la réflexion finale. Comment on fait concrètement pour jongler avec tout ça? Comment un coach peut utiliser ces différents indicateurs, RPE pour l'un, VHSR pour l'autre, peut-être le nombre de sauts pour la puissance, pour construire un programme équilibré? C'est le défi. L'idée serait d'avoir un tableau de bord, en quelque sorte. Utiliser chaque indicateur pour ce qui mesure le mieux, et surtout individualiser. Adapter la charge en fonction des réponses de chacun pour optimiser le développement, tout en prévenant le surmenage, ce qui est crucial chez les jeunes. Vaste programme. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment aller au fond des choses, voir les stats, la méthodologie en détail, on recommande bien sûr la lecture de l'article original. Oui. Effects of different training load parameters on physical performance adaptation in soccer players by Jifeng Xiong, dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 24 of 2025. Et pour ne pas rater nos prochaines analyses de sources scientifiques ou d'autres documents, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Merci de nous avoir suivis et à très